Bonjour à tous, je suis Blaise Nicolet, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire que j'ai le plaisir d'animer sous les couleurs de ma nouvelle maison Pergame. Alors je ne suis pas tout seul, comme je le disais lors du précédent webinaire de présentation générale de Pergame, c'est l'humain qui m'a fait notamment venir dans cette maison, pas que, hein, bien sûr, toutes les expertises et on va en creuser une particulièrement aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis accompagné de Thierry Larocque, à qui je vais laisser Bonjour. la parole. Bonjour Thierry, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Et Thierry, pour l'anecdote, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisque j'ai été son martyr en tant que stagiaire chez Merrill Lynch il y a plus de 20 ans. Donc probablement une forme de syndrome de Stockholm, mais il se trouve qu'on est devenus très proches, très amis. Et je connais du coup Pergame depuis très longtemps, puisque Thierry, il travaille depuis une quinzaine d'années. Et c'est lui qui m'a évangélisé sur cette thématique software. Et pour ceux qui me connaissent, peut-être certains vont rigoler. C'est vrai que j'ai jamais été un grand fan des fonds thématiques, pour rester plutôt poli. J'ai toujours trouvé que c'était un joli storytelling, mais finalement pour rebrander et vendre un fonds action classique typé Nasdaq. Et la thématique sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, qui est la thématique intelligence artificielle, software, et finalement la façon dont cet univers IA que vous touchez du doigt de plus en plus peut se monétiser, eh bien, effectivement, c'est une thématique qui va bien au-delà de tous les travers que je décrivais, parce que c'est une thématique non pas satellite, mais une thématique cœur. C'est une thématique qui touche absolument tous les univers, particulièrement le vôtre, et on aura l'occasion d'y revenir. Et je vais laisser la parole à Thierry sur ce sujet. J'aurai bien sûr l'occasion de temps en temps de le titiller, peut-être de lui poser des questions qui fâchent, auxquelles j'espère il répondra. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous avez aussi, bien sûr, comme toujours, la possibilité de poser des questions. Je pense que le plus simple, ce sera de les regrouper et on y répondra en fin de présentation. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on sera au-delà du webinaire à votre disposition avec Thierry pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Vous êtes nombreux, ça fait toujours plaisir. Et on va creuser ensemble une thématique vraiment cœur qu'est le software. Et je laisse la parole à Thierry. Merci Blaise. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être présent sur ce webinaire, surtout au vu des conditions de marché particulièrement éprouvantes pour nous tous, avec toutes ces incertitudes et tous ces allers-retours sur cette politique tarifaire. Donc il y a une tension qu'on n'avait pas vue depuis les premières journées du Covid, mais bon, ça rend d'autant plus pertinente la présentation en termes de timing et de perspective de rendement. Et puis ces crises, on en a vu d'autres, on connaît ces univers. J'en ai déjà connu aussi, ça fait de nombreuses années que je suis dans ce segment d'activité et on va sûrement se retourner sur la période en se disant que c'était une belle opportunité d'entrée. Donc moi je m'appelle Thierry Larocque, donc je travaille chez Pergame depuis 15 ans avec une spécialisation sur les valeurs américaines et puis les opérations de trading. Avant Pergame, j'ai travaillé près de 6 ans au sein de la banque Merrill Lynch. Alors j'ai peu martyrisé Blaise, contrairement à ce qu'il a dit, mais chez Merrill Lynch, donc j'ai acquis une connaissance assez précise et approfondie du marché américain. Et c'est donc naturellement que chez Pergame, j'ai pris en charge la gestion du fonds Software Conviction depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. On va vous dire aujourd'hui, on va essayer de vous dire en fait pourquoi c'est intéressant d'investir dans le secteur des logiciels et puis pourquoi le faire avec Pergame. Donc on va vous présenter notre fonds qui est dédié à cette thématique, notre process d'investissement, l'équipe et puis bien sûr les performances. Alors pourquoi le software? Alors Blaise disait tout à l'heure, j'aime pas les fonds thématiques. Effectivement, moi d'habitude je suis pas trop fan des fonds thématiques non plus, mais là c'est plus qu'une thématique, c'est quelque chose qui est totalement transversal. Le software est absolument partout. Il occupe une part de plus en plus importante de l'économie. On a des croissances qui sont supérieures à 10%, même pour des sociétés matures, certaines croissances de 20 à 30% pour d'autres sociétés. Et donc, ça se compare favorablement à la croissance du PIB. Donc, il y a une pénétration toujours plus forte
des logiciels dans tous les segments de l'économie et vous-même, vous devez le ressentir tous les jours dans vos activités respectives, en fait. Hein. Donc, Oui, si on fait un peu d'historique, bon, initialement le logiciel c'était pour automatiser une tâche, ça permettait de gérer une activité opérationnelle, ça permettait de faire un logo, un graphique, mais ça a permis de faire des choses plus complexes ensuite, comme mettre en place des sites de e-commerce ou réaliser des prédictions. Mais là, on était toujours sur le modèle d'achat de licence. Hein, c'est-à-dire qu'elle était stockée à l'intérieur de l'entreprise sur son serveur, c'était basé sur le nombre d'utilisateurs. Lorsque le cloud est apparu et qu'il s'est développé, ça a encore changé la donne. Le cloud, c'est l'endroit où sont stockées les ressources informatiques auxquelles on peut accéder à distance via un réseau de communication, donc bien souvent c'est Internet. Ces capacités de stockage et de calcul, elles ont été créées par les géants du net, d'abord pour gérer leurs propres données, puis ils ont mis leur capacité supplémentaire à disposition de tous les acteurs du marché, moyennant finance bien sûr, et puis notamment les sociétés software qui proposent leurs logiciels et leurs suites logicielles. Et là, on est passé d'un modèle d'une licence qui était stockée sur un serveur à un modèle qu'on appelle SaaS, donc les logiciels à la demande disponibles sur le cloud. Maintenant, tout nouvel acteur du secteur des logiciels, il va directement sur le cloud. Hein, alors que des sociétés plus anciennes comme SAP, comme Salesforce ou Dassault Systèmes, elles ont connu cette transition donc de la licence vers le modèle SaaS. Et c'est une transition qui a été assez compliquée parce qu'elles ont dû adapter leur business model. Mais au final, ça s'est avéré rentable et puis ça a ouvert des nouvelles voies de croissance. Hein, donc, au lieu d'utiliser son ordinateur personnel en fait pour lancer une application ou stocker des données, on se connecte à des serveurs qui font eux-mêmes le travail. Donc là, on appelle ça du cloud computing. Mais lorsqu'on utilise une application qui est accessible exclusivement via Internet, là, on parle de logiciels en mode SaaS. Donc les logiciels qui sont à disposition dans le cloud et qui sont utilisables n'importe où dans le monde. et ne serait-ce que ça, c'est une vraie révolution parce qu'il faut se rappeler cet univers entre guillemets de galère, d'installation en dur des logiciels et puis surtout toute la maintenance, mise à jour. Tout ça a été quand même très compliqué, très chronophage et peu efficace finalement. Oui, donc comme vous pouvez le voir dans les schémas à l'écran, ces logiciels viennent s'insérer dans différentes couches. Hein, on a les applications, les logiciels d'infrastructure, donc ça peut être des logiciels de gestion de données, de systèmes informatiques, ça peut être de la cybersécurité, des paiements. Donc chaque société développe sa suite logicielle, ce qu'on appelle sa plateforme. Hein, et on verra que c'est très important le mot plateforme parce qu'en fait les sociétés ont plusieurs besoins et ces sociétés proposent plusieurs logiciels qui permettent de répondre à ces besoins et ça permet d'adresser un marché plus large sans investissement physique important puisque c'est déjà accessible via le cloud. Et puis comme ces sociétés, elles adressent un marché qui est tout de suite mondial, puisque c'est disponible n'importe où dans le monde, on peut avoir des taux de croissance de revenus qui sont très forts, 40, 60, 70% de croissance dans un premier temps, voire plus. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 20% des données des entreprises et des organisations. Là, vous voyez encore à l'écran différentes sociétés software et comment elles s'insèrent dans l'univers. Donc, je disais qu'il y a moins de 20% des données des entreprises qui sont dans le cloud. Donc, c'est un chiffre qui est assez bas. On va passer probablement à 30% d'ici quelques années, mais on peut envisager de passer à 80 ou 100% dans quelques années. Hein, donc, on est passé en gros d'une situation où les données et les réseaux IT des entreprises étaient décentralisés et ils n'étaient pas unifiés. Et maintenant, c'est possible dans le cloud qui est devenu l'endroit où on rassemble les données et on peut les unifier. C'est d'ailleurs le seul endroit, hein, c'est le seul vecteur de diffusion et d'unification des données. Et ça, c'est très important pour l'IA générative, dont vous entendez parler. Alors, on va se remettre sur le graphe d'avant. Voilà, et
Et ça, c'est très important parce que depuis que l'IA générative est arrivée, tout s'est accéléré. Et on va avoir besoin, plus que jamais, du cloud et des logiciels. Les entreprises vont avoir besoin vont en avoir besoin aussi du cloud, des logiciels, si elles veulent bénéficier de l'IA générative. Parce que ça va apporter un potentiel énorme d'amélioration de productivité à leur activité. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA générative ? C'est de l'intelligence artificielle, mais qui se concentre sur la création, c'est-à-dire la création de contenus qui sont uniques. Ça peut être du texte, ça peut être des visuels, de la musique, du code logiciel, tout un tas de choses. Et contrairement à ce qu'on avait avant, qui était l'IA prédictive, qui utilisait le machine learning pour analyser des données historiques, l'IA générative, elle va bien au-delà de la simple analyse, elle est dans de la création. Donc pour les entreprises, ça va être la possibilité pour elles de mettre dans leurs propres données, dans les données qu'elles ont collectées, qu'elles ont unifiées dans le cloud, des modèles qu'on appelle LLM, pour Large Language Model, et d'obtenir des réponses qui sont le plus pertinentes possible pour elles. Et ça va améliorer dans la vie de tous les jours leur performance, leur productivité et donc leurs résultats. Et ça, c'est très important pour nous. Et là, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on va avoir besoin d'outils pour trier, organiser les données, pour détecter, générer des signaux, pour entraîner des modèles. Et les outils pour les diffuser, ça va servir les sociétés software via leur logiciel ou leur plateforme qui est accessible sur le cloud. Donc, on a d'un côté l'IA qui a besoin de beaucoup de données pour exister, pour tourner, pour créer. Donc, le cloud et les capacités des data centers, ils offrent cet environnement favorable. Et de l'autre, on a les résultats qui vont être véhiculés par des logiciels à différents niveaux, comme on a pu le voir sur les schémas. Ça peut passer par les applications CRM, par des logiciels de sécurité, par des logiciels de surveillance et de monitoring. On appelle ça l'observabilité. C'est quelque chose de fondamental dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. Donc tout ça, c'est très important. Et déjà que les logiciels le marché des logiciels était déjà sur des niveaux de croissance soutenus, là, il y a un boulevard supplémentaire qui s'est créé avec l'IA pour ces sociétés. Et le dernier élément que je peux peut-être préciser, c'est qu'il y a eu un événement qui s'appelle DeepSeek. Donc c'est cette société chinoise qui a pu proposer un modèle bon marché qui était peu consommateur en capacité. Et DeepSeek a montré qu'on pouvait obtenir de bons résultats avec moins de capacité utilisée. Donc, le prix de sourcing de l'IA va baisser. Et donc, ça, c'est positif pour les sociétés software, mais également pour les entreprises qui pourront bénéficier de ces gains de productivité. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui l'investissement IA était trop cher. Maintenant, elles vont pouvoir y avoir accès. Voilà. Donc ça, c'est le cadre on ne peut plus favorable du marché des logiciels. Voilà, donc ici, on revoit les différents segments qui peuvent ici, donc on voit aussi les logiciels de sécurité qui s'intègrent, qui sont considérés comme des logiciels d'infrastructure. Ensuite, des logiciels de paiement qui sont plus périphériques. Donc, on voit que le cadre est on ne peut plus favorable pour le marché des logiciels, en tout cas sur le fond, puisque là, il y a des telles incertitudes en ce moment sur les marchés et des niveaux de volatilité tels que voilà, on est quand même dans une situation qui est assez incertaine. Alors, si on regarde un peu la dernière crise, qui était la crise du Covid, où on a eu un peu 2 journées comparables, on a vu que les points bas avaient été atteints 4 semaines après. Là, depuis qu'on a eu ces annonces de tarifs du 2 avril, on a eu de fortes baisses, on a eu un premier rebond complètement fou de 10%. Et là, on rebaisse un petit peu, il y a cette tension chinoise qui augmente, donc on peut envisager éventuellement d'avoir une fin de tunnel dans quelques semaines. Voilà, en tout cas, la tendance de fond pour nous, elle est générale. Donc, ce dont je voudrais parler maintenant, écoutez, c'est notre process d'investissement et de notre équipe. Juste avant, Thierry, je me permets juste de rebondir et de recentrer aussi cet univers software sur votre univers de travail en tant que CGP, Multifamily Office, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte tellement ça va vite, mais le software a radicalement modifié votre univers de travail.
il y a du software partout. Ça va du CRM, bien évidemment, qui vous permet d'avoir toutes les data clients, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et il faut se rappeler de cette époque que j'ai connue où on avait l'ensemble de ces données clients sur des fichiers Excel, etc., stockés au bureau. Donc tout ça est complètement disrupté et accessible partout. La signature électronique, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, a été une réelle révolution dans votre façon de travailler, dans les gains de productivité que ça a généré au travers de solutions comme DocuSign ou YouSign. C'est en plus compliant, traçable. Donc ça vous permet de respecter complètement vos obligations réglementaires. Vous avez toutes les agrégations de données au travers des logiciels agrégateurs des comptes de vos clients, à la fois détenus chez vous et ailleurs, en instantané, partout, ce qui est assez dingue quand on y repense il y a quelques années, qu'on se remet quelques années en arrière. Et puis dans votre écosystème de fournisseurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que des compagnies d'assurance avec lesquelles vous travaillez, comme AXA, Generali ou d'autres, vous offrent toutes des parcours digitaux, à la fois de souscription, à la fois d'arbitrage, et tout ça repose sur des infrastructures cloud, que sont Microsoft, Azure ou AWS, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les gros de ce secteur. Et j'en dirai un petit mot en conclusion. Ce train du software qui est en marche, qui va à grande vitesse, il va bien évidemment pas s'arrêter. Au contraire, il accélère, et il accélère en vous donnant des perspectives de fonctionnalités additionnelles extraordinaires. On parlait de LLM tout à l'heure. Vous allez pouvoir probablement interroger en langage naturel les outils que vous utilisez pour vous permettre de traiter tout un tas de problématiques. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques exemples. Mais je pense qu'on peut effectivement poursuivre sur le contexte de marché, comme le disait Thierry, qui est un peu particulier. Et on va rentrer maintenant dans la partie plutôt process, gestion opérationnelle du fonds. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour sélectionner nos titres, bien sûr, on utilise nos compétences internes. On est une équipe qui est bien structurée avec 5 gérants chez Pergame, dont un qui est responsable de la gestion du fonds. Donc, on confronte nos idées sur les valeurs, les secteurs, la stratégie, la macro. On a un analyste fondamental CFA qui étudie avec nous les cas d'investissement. On a 2 analystes quantitatifs qui réalisent pour nous des modèles dont on va reparler dans quelques instants, et puis une analyste ESG. Donc, toute cette équipe est accompagnée par notre réseau de brokers et de banques d'investissement qu'on l'utilise pour leur recherche, leurs analystes, ou leur accès au management des sociétés qui nous intéressent pour les rencontrer. On participe également à des événements qu'elles organisent ou des discussions sur les thématiques software technologiques. Donc ça, c'est la partie classique. Mais on s'appuie également, et c'est là que je pense c'est une différence de taille avec le reste de nos concurrents, et c'est peu courant dans la gestion d'actifs, c'est que on s'appuie sur la recherche et l'approche d'un de nos consultants qui s'appelle Software Club, qui est un spécialiste du private equity et du conseil sur le software. Donc, ils ont une base d'abonnés à qui ils vendent leurs données, leurs études, leurs conseils. Et Pergame a une activité de private equity de longue date. On a toujours été une société qui faisant à la fois du côté et du non-côté. Et Pergame et Software Club ont déjà travaillé sur des opérations de PE. Donc eux, ils sont spécialisés sur l'écosystème software, ils sont constitués d'anciens banquiers d'affaires, d'anciens partenaires de cabinets de conseil, de managers de fonds de private equity. Et ils ont une approche qui est verticale, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle des call experts, c'est-à-dire qu'ils font des interviews et des discussions avec des spécialistes secteurs, des ingénieurs, des salariés, des fondateurs, des dirigeants de société, des CTO, tout un tas d'intervenants de la chaîne de valeur. Ça peut être des clients, des concurrents, des fournisseurs. Et leur base d'abonnés elle-même est constituée d'intervenants du secteur, puisqu'il y a des fondateurs et des patrons de sociétés cotées, des private equity spécialistes, des entrepreneurs, les sociétés software elles-mêmes qui sont membres. Et donc, on a encore des personnes qui interviennent directement dans la chaîne de valeur et avec lesquelles les échanges qui sont réguliers, ça reste une source d'information et de compétences pour nous très intéressante. Donc, oui, je me permets de te couper Thierry, parce que c'est vrai que c'est un élément qui est très important et une spécificité de Pergame, c'est qu'on a historiquement depuis toujours cette double casquette à la fois private equity et marché coté. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à toi, à tes côtés, c'est qu'effectivement, les inputs du private equity, ils sont fondamentaux pour une bonne compréhension de la classe d'actifs.
et c'est tout naturellement chez Pergam qu'on a ce setup et ces inputs private equity. Alors, vous aurez peut-être entendu ça ailleurs. La seule différence, c'est que chez nous, c'est vrai. Oui, alors tout à fait. C'est d'autant plus pertinent l'approche private equity dans les secteurs technologie et software et on verra pourquoi dans quelques instants. Et alors c'est ce qui nous a intéressé chez eux. Chaque société en fait est étudiée via des critères qualitatifs et quantitatifs. Alors pour citer quelques critères qualitatifs, ça peut être la qualité du business model, la dynamique de marché, l'état de la concurrence, la position de leadership de la société, est-ce qu'elle est soutenable ou non, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs, des nouvelles tendances, la capacité d'exécution de la société. Donc ça, c'est des critères qualitatifs. Après, il y a d'autres critères quantitatifs, plus financiers, mais qui sont financiers, mais propres à l'industrie des softwares. Donc on va raisonner plus en taux de revenu annuel récurrent, c'est l'ARR. Donc annual recurring rate. On va raisonner sur le taux de churn, c'est-à-dire le taux de déperdition client, la capacité de la société à retenir ses clients, donc c'est le taux de rétention client. On va regarder la croissance des cash flows pour l'atteinte des points morts, la croissance organique des revenus, c'est ça qui est l'élément le plus important. Et à partir de ces premiers résultats, de ces premiers filtres, on constitue ce qu'on appelle une matrice de qualité où chaque compagnie obtient un quality score qui est issu de ces critères quantitatifs et qualitatifs. Donc, c'est un quality score qui va de 0 à 100, qui est basé sur 26 critères et autour de 4 piliers dont je viens de vous parler, à savoir la profondeur, la croissance du marché, la capacité d'exécution. Donc, Pergam, on part de cet univers global de sociétés software éligibles qui est de plus de 300 valeurs. Elles sont filtrées par l'ESG et par des caractéristiques financières dont on vient de parler, donc filtrées par l'ESG parce que notre fonds est article 8, donc il y a d'abord un filtre ESG, et ensuite on arrive à 200 valeurs étudiées, puis 70 qui sont entre guillemets des valeurs investissables, c'est-à-dire avec des quality scores qui sont au-delà de 80, au moins 70 quand c'est des sociétés plus matures ou plus défensives. Je pense à des Adobe, Salesforce, Dassault Systèmes, vous voyez, en Europe. Et c'est cette liste de 70 valeurs qui va ensuite passer par le filtre financier. Et donc, à partir de cette matrice de scoring, on va bâtir le portefeuille. Donc, sur les titres identifiés, c'est une étude classique avec modèle de valorisation. On confronte les éléments avec ceux des analyses de brokers avec lesquels on travaille. On détermine des multiples de sortie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui détermine le poids d'un titre. Pour nous, c'est vraiment le rendement attendu de l'investissement. Donc, c'est un des premiers déterminants du poids et du degré de conviction d'un titre, à quality score comparable, bien sûr. Et ensuite, on va s'occuper de la gestion quotidienne, on va faire évoluer les positions, on va se poser des questions. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est toujours une conviction? Est-ce qu'on se rapproche de notre objectif de cours? Est-ce qu'il y a eu une déception? Donc, on a des discussions permanentes avec les analystes, avec l'équipe de Software Club, pour actualiser les cas d'investissement. Donc, on va suivre l'évolution du risque de chaque titre détenu et toujours garder en ligne de mire le rendement attendu. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec des brokers qui sont spécialisés de technologie, à qui on parle régulièrement. On peut citer qui sont connus Royal Bank of Canada, Wells Fargo, mais d'autres moins connus comme Stifel ou Redburn. Et toutes ces évolutions dans les cas d'investissement, dans les convictions, tout ça, ça fait vivre et évoluer le portefeuille. Donc, ce qu'on peut dire sur ce portefeuille, c'est qu'il a une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'entreprise étudiée et pour savoir si elle nous intéresse. On part pas d'une thématique, d'un secteur ou d'un pays. Par contre, on vérifie quand même la cohérence sectorielle. Par exemple, si on sélectionne plusieurs acteurs de la cybersécurité et que le poids cumulé dépasse un certain pourcentage, on va regarder si c'est cohérent, si on se sent à l'aise. Par exemple, je vous parlais de l'observabilité tout à l'heure, et de la cybersécurité, ça représente 12 et 15% respectivement du portefeuille, soit pas loin de 30%. Est-ce que c'est trop pour ces deux tendances? La réponse, on a envie de dire non. La cybersécurité, donc c'est des sociétés comme CrowdStrike, Palo Alto, Software, donc CyberArk, Zscaler. Et dans l'observabilité, c'est des sociétés comme Datadog, Elastic, elles sont au cœur des préoccupations des entreprises. La cybersécurité, c'est même vu comme
défensif au sein du software. Donc, c'est une priorité dans les dépenses des entreprises. Et l'observabilité, c'est vraiment l'activité de surveillance des infrastructures. Ça mesure la performance des applications et l'observabilité des clients en temps réel. Donc, c'est au croisement du monitoring et de la sécurité. Donc, c'est très concerné par la thématique AI. Donc, voilà, tout ça, c'était important, je voulais le préciser. Et il y a une troisième brique, donc on a ce prisme private equity, le prisme financier, mais on a une troisième brique chez nous, qui est la gestion qu'on va qualifier d'active. C'est une originalité supplémentaire. On a une gestion qui est très active de nos positions, qu'on peut qualifier de tactique. Ça repose sur deux piliers. Le trading court terme, donc je vous disais dans ma présentation de base, c'est ma spécialité. Je me base sur des stratégies d'exagération, d'écart VWAP. Donc VWAP, c'est des cours moyens pondérés, d'écart à la moyenne, des écartements sur les moyennes mobiles. Donc beaucoup de considérations techniques. Pour vous donner une idée, en 2023, il y a eu 192 opérations qui ont des opérations de 1 jour, de temps en temps 2 à 3 jours, qui ont apporté 2,8% d'apport de performance. Donc en 2023, 1,7 en 2024. Donc c'est pas négligeable. Le très significatif. Très significatif. Effectivement, je me permets de t'interrompre parce que tu ne l'aurais pas dit par modestie, mais c'est ce qui nous a permis de terminer l'année 2023 en tête des classements des fonds Action Internationale, puisque c'est un fonds Action Internationale avec une performance entre 57 et 63 selon la devise départ. Mais effectivement, c'est une contribution additionnelle qui est très significative et qui permet de faire la différence dans des années compliquées ou dans des très bonnes années en allant chercher la tête des classements. Tout à fait. Donc, on a ces deux possibilités d'alpha qui est le trading court terme, mais aussi la gestion quantitative. On va utiliser le gérant quantitatif et notre analyse quantitative qui vont nous créer des algorithmes et des stratégies d'investissement qui sont basées sur le momentum, donc la dynamique des titres, sur les rotations, essayer d'identifier les rotations et le timing. Il y a eu l'année dernière à peu près 40 opérations qui ont apporté 0,8% de performance. Donc toutes ces stratégies ont été source d'alpha non négligeable et elles devraient continuer à le rester. Alors, et cette partie quantitative, pour rebondir juste 30 secondes dessus, c'est une expertise qu'on aura l'occasion de développer. C'est une expertise que moi j'adore parce qu'on ne peut pas occulter le volet quantitatif en complément du fondamental. Et ça fera l'objet également d'un webinaire dédié sur le sujet, puisque cette approche quantitative, on l'a également implémentée dans un fonds dont on vous parlera et qui tourne particulièrement bien. Alors, oui, tout à fait. On a un troisième moteur à l'intérieur de ces moteurs de perf, on fait aussi des stratégies avant les périodes d'annonce de résultats. On sait que c'est des périodes très, très volatiles et on va avoir tendance peut-être à surpondérer les sociétés qui ont un risque de surprendre à la hausse au niveau des résultats et au niveau de leurs prévisions. Donc, on appelle ça le beat and raise, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des résultats supérieurs aux attentes. Donc, beat, elles battent les attentes et elles augmentent leurs prévisions. Les analystes vont augmenter leurs prévisions, donc raise. Et si elles flashent positivement au niveau quantitatif et qu'elles ont un profil de trading favorable, on ne va pas hésiter à les surpondérer. Et ça a été une source d'alpha aussi l'année dernière. Voilà, donc c'est un fonds qui est concentré, qui est plus concentré que la moyenne. On a à peu près 30 à 35 positions, donc ça reflète un peu notre caractéristique gérant de conviction, c'est-à-dire que une fois qu'on a identifié la croissance et la qualité de la société et qu'on est confiant dans la capacité à délivrer et à exécuter cette croissance, on n'hésite pas à faire des paris forts, 4, 5, 7% de poids possible pour nos 5 premières positions. Voilà. On fait pas notre performance avec les GAFA, donc ça représente moins de 10% du fonds. Alors, pourquoi on a des GAFA quand même? Parce que on a des GAFA parce que ce sont des sociétés software aussi et elles sont concurrents d'autres sociétés dans la cybersécurité, dans l'observabilité, donc dans tout un tas de sous-segments et donc on les détient à ce titre-là. Mais on les détient de manière donc vous ne serez pas corrélé avec des détentions déjà de Microsoft ou de Google. Voilà, on a des sociétés qui sont moins connues, mais qui pèsent déjà 20 à 30 milliards
de dollars. Donc, c'est des sociétés qui sont déjà avec un poids significatif. Alors, je reviens sur cette idée de forte croissance parce que identifier la croissance et qu'elle puisse continuer sur plusieurs années, c'est un élément qui est fondamental parce qu'en fait, ce qui explique le rendement d'un investissement, c'est vraiment la croissance des revenus sur longue période et plus trop la capacité bénéficiaire. C'était un petit peu le cas avant, mais maintenant, la croissance devient plus rare, donc elle se paye plus cher. Comme vous le voyez sur ce graphe, là, on voit que les sociétés qui croient entre 20 et 20% plus, 20 à 40%, ben, elles vont se payer plus cher que celles qui croient entre 10 et 20% ou celles qui croient de manière inférieure. Donc, il y a vraiment une prime à la croissance. De même, les ratios qu'on appelle EV sur sales, qui sont les ratios les plus importants pour nous, c'est-à-dire le nombre de fois que la société se paye en termes de multiples de ventes, c'est-à-dire un ratio EV sur sales de 5,8 actuellement, ça veut dire que la société se paye 5,8 fois les ventes. C'est le slide d'après. Voilà, on voit qu'on est revenu sous les moyennes historiques. Et donc, peut-être que c'est un point intéressant, mais en tout cas, c'est pas forcément, on se base pas forcément sur la croissance des multiples de valorisation pour acheter, mais vraiment sur le potentiel intact du segment software et l'opportunité qu'il y a après une baisse de 30% qu'il y a eu. Alors maintenant plus que 20 puisque les marchés ont rebondi, mais il y a vraiment eu une grosse baisse de 30% et qui avait déjà eu lieu en 2022 et en 2024 dans des proportions plus faibles. Et donc c'est pour ça que on pense que c'est pertinent d'investir. Hein. EV sur sales, Thierry, je me permets juste de t'interrompre. C'est vrai que ce n'est pas forcément les métriques de prix de marché auxquelles on est habitué, parce qu'on va plutôt regarder des multiples plus classiques comme le PER, etc. Est-ce que tu peux juste, puisque c'est un acronyme EV, la signification de cet acronyme? Alors, ça veut dire Enterprise Value, c'est donc la valeur d'entreprise, c'est la capitalisation de la société auquel on rajoute les dettes et on va diviser ça par les ventes. Et on va obtenir un ratio qui va être compris entre 2 et 15 selon le taux de croissance de la société. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces sociétés, elles sont pas rentables et dans les premières années, on leur demande pas d'être rentables. On utilise, nous, un critère qui s'appelle la Rule of 40 et qui est un critère qui est fondamental dans le private equity, la règle des 40, qui indique en fait que lorsqu'on additionne le taux de croissance de chiffre d'affaires d'une société avec son taux de marge, ben, si on obtient le chiffre de 40 et plus, c'est que la société est en très bonne voie. Donc une société qui croît de 70% par an, mais qui fait une marge de moins 30% ou de moins 20% par exemple, 70 plus moins 20, donc 70 moins 20, ça fait 50, on est au-delà de 40. C'est une société qui est tout à fait en phase, qui est sur la bonne voie et qui encore finance sa croissance. Il faut savoir que ce sont des sociétés qui sont peu endettées. Elles ont levé des capitaux avec souvent des fonds lors de différentes levées de fonds, donc elles sont pas trop sensibles, elles n'ont pas trop besoin de cash, donc on va les valoriser sur ce critère-là. Hein, donc finalement, un prix de beauté dans notre univers software ne le serait probablement pas dans un autre univers avec d'autres prismes. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors pourquoi il faut y aller éventuellement maintenant parce que c'est vrai que la fameuse annonce des tarifs réciproques, ça nous a surpris par son ampleur. Personne s'y attendait. Les marchés se sont effondrés. Puis finalement, l'Europe qui résistait a été entraînée aussi. L'Europe qui tentait de combler des années de sous-performance. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à un parallèle par rapport au Covid, les points bas avaient été trouvés plusieurs semaines après. Donc là, on a eu un rebond depuis 2 jours, mais on voit que ça ne tient pas forcément, que c'est assez faible. Et puis, il faut savoir quelle va être la suite. C'est difficile de savoir ce que veut Trump. Est-ce qu'il veut affronter les Chinois ou est-ce qu'il a un autre objectif? On sait qu'il veut plusieurs choses. Il veut la baisse des taux d'intérêt, la baisse du dollar, la baisse du prix du pétrole. Alors, il a eu les 3 choses, donc il doit être content. Mais ce qu'il avait oublié de préciser, ou peut-être qu'il ne l'avait pas mesuré, c'est que ça passerait peut-être par un effondrement boursier et que ça pourrait emmener les pays, et les États-Unis inclus, en récession. Hein, donc, mais on voit quand même quelques signes
de fin de baisse, de fatigue de baisse. On appelle ça de la capitulation. Donc, on a l'indice VIX, de l'indice de volatilité qui a atteint plusieurs fois 60. On a les taux à 10 ans américains qui ont baissé de 70 points en ligne droite dans un premier temps. Donc, signe qu'on avait peur d'une récession et d'une peur extrême sur les marchés. Alors, ils ont remonté depuis parce que les Chinois vendent probablement de la dette d'État et du dollar. Mais en tout cas, voilà, on voit que les secteurs défensifs qui surperformaient surperforment moins. L'administration Trump a subi beaucoup de pressions. On a vu les pressions publiques de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, de patrons de hedge funds comme Bill Ackman. Et on a eu donc cette pause annoncée par Trump. Peut-être qu'il a été sensible à ces pressions. En tout cas, la Fed va pas pouvoir rester inactive longtemps. Le marché anticipait avant 2 baisses de taux et maintenant on en anticipe 4 ou 5. Et donc ça, c'est favorable aussi aux valeurs de croissance. Historiquement, lorsque les taux longs baissent, les multiples de valorisation ont tendance à monter et c'est favorable aux valeurs de croissance. On a cette baisse aussi, comme je venais de l'indiquer, des ratios valeur d'entreprise sur vente et valeur d'entreprise sur EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation, qui sont revenus sous les moyennes historiques. Donc voilà, il y a peut-être un timing. Voilà, donc nous on pense que il faut pas trop se poser de questions, qu'il y a les anciens gagnants qui est le hardware et les nouveaux gagnants qui sont le software. DeepSeek a montré en fait que les infrastructures, les modèles peuvent et pourront devenir moins chers. Voilà, donc il va y avoir de la volatilité, mais voilà, on est confiant chez Pergame dans notre process d'investissement, dans la qualité de notre sélection de titres, dans les performances qu'on a obtenues et puis sur le timing opportun. Voilà, on peut peut-être regarder maintenant un petit peu les performances. Alors, donc ici, vous avez la progression du fonds depuis l'origine. Vous voyez qu'on avait surperformé en 2023 beaucoup les indices de référence et que là, après une bonne année 2025, un début 2025 qui était bon, on avait fait une grosse correction et on voit qu'à chaque fois qu'il y a ces corrections, c'est le prélude à un rebond fort. Alors pourquoi il y a eu cette correction ? Il y a eu une espèce de bulle qui s'est créée sur l'IA. Il y a eu une fatigue sur l'IA qui s'est d'abord matérialisée sur les hardware, les Nvidia, les géants du net, Apple, Microsoft, Google plutôt. Et derrière, ça a entraîné les softwares. Donc ça a entraîné notre fonds. Et là maintenant, on pense qu'il y a une opportunité. Voilà. Donc, et si vous pensez, je me permets de t'interrompre, si vous adhérez à cette idée d'opportunité, dans ce cas-là, il faut regarder des années comme 2023, parce que des années comme 2023 qui font suite à un choc lié au tightening de la Fed, avec bien évidemment un univers de croissance qui a beaucoup corrigé, puisqu'il y a une sensibilité de cet univers de croissance à la hausse des taux qui est élevée. Et on a vécu une année 2022 très compliquée avec des corrections violentes. Et puis, on est reparti ensuite en 2023 de façon très significative. Si vous pensez qu'on va vivre un retour de cette nature-là, alors il faut se positionner sur les acteurs qui sont à même de délivrer le plus de perfs quand il y a du vent dans le dos. Et c'est exactement ce qu'on a su démontrer dans une année comme 23 où il fallait aller chercher vraiment un maximum de performance, ce qu'on a fait. Vous voyez, donc en 2022, il fait moins 27%, mais c'est l'année où on paye un petit peu l'inflation post-Covid. On a tous souffert à ce moment-là. Donc les multiples se sont compressés de plus de 60%. Le fonds a réussi à faire moins 27 alors que l'indice des softwares a plutôt fait moins 37. Mais en 2023, on avait des attentes plus raisonnables pour les sociétés qui ont délivré. Et là, on a fait une année qui est exceptionnelle, à 57% sur le fonds en euros et plus de 63% sur le fonds en dollars. En 2024, c'était l'année du hardware. Ça a été très compliqué de suivre Nvidia et on avait à nouveau des attentes fortes sur les sociétés du software. Donc, il a fallu attendre le T3 et le T4, le troisième et quatrième trimestre pour que les sociétés soient en nouveau en configuration de résultats qui étaient atteignables avec des perspectives qui étaient atteignables et battables. Et donc, on s'est remis dans cette configuration positive. On a réussi à terminer à plus 17%, ce qui est au-dessus aussi de l'indice des softwares. Et là, cette année, on partait très, très bien. On a eu cette correction et comme en 2022,
je pense qu'on est mûr une fois que la situation se sera un petit peu aplanie sur le risque inflationniste et le risque récessif. On est parti pour très très bien performer. Alors oui, il y a de la volatilité, mais il y a un potentiel de hausse forte sur la thématique dont on a parlé, sur le boulevard de l'IA et des softwares comme vecteurs. On a des valorisations qui sont sous les moyennes historiques, une politique de la Fed qui devrait être aussi favorable. Donc on est confiant sur notre catégorie. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Thierry. Avant de répondre à plusieurs questions qu'on a regroupées, juste un petit mot de conclusion. Je crois que vous comprenez beaucoup mieux notre engouement sur la thématique. Comme vous le voyez, c'est vraiment une thématique qui est complètement au cœur à la fois de vos allocations d'actifs et puis au cœur de notre économie, tout simplement parce qu'elle est, comme l'a rappelé Thierry, complètement transversale. Ça touche tous les univers et particulièrement le vôtre, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous êtes aussi dans un univers de travail qui n'est que du soft finalement, à la fois chez vous et chez l'ensemble de vos fournisseurs. Est-ce qu'il faut avoir peur de tout ça? Je crois pas. Bien au contraire, je pense que cette thématique, elle ouvre beaucoup d'espoir pour vous qui êtes indépendant et qui allez avoir de plus en plus la capacité à devenir des CGP, des conseillers augmentés, des super conseillers au travers de toutes les possibilités qui vont vous être offertes par l'IA. J'en ai évoqué certaines tout à l'heure, mais on va aller effectivement plus loin probablement. Vous aurez d'ici peut-être quelques mois, quelques années au plus tard, la possibilité d'interroger par exemple vos outils en langage naturel. Vous pourrez demander à un outil, à titre d'exemple, prépare-moi une vidéo de 2 minutes sur le fonctionnement de la politique monétaire pour envoyer à mon client, Monsieur Leclerc, qui n'est pas très familier avec cet environnement monétaire. Vous pourrez interroger également vos outils pour leur demander l'impact d'un choc comme un choc de hausse des taux, par exemple, sur le portefeuille de vos clients et les solutions à mettre en place si ça se matérialise pour vous prémunir contre tout ça. Donc, je pense qu'il faut voir cet univers-là comme étant très positif parce que ça va vous donner la possibilité, comme on l'a décrit, d'avoir des gains de productivité, de l'efficacité additionnelle supérieure et sans mettre finalement beaucoup de moyens, notamment de moyens humains supplémentaires. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel j'adhère complètement. Ensuite, pour être performant dans la thématique, comme vous l'avez vu, il faut ce cercle vertueux private equity marché coté. Comme le rappelait Thierry, les inputs pertinents qui permettent de se positionner, de monitorer dans des bonnes conditions sont des inputs qu'il faut notamment aller chercher dans cet univers private equity qui est un écosystème avec lequel on échange de façon permanente. Enfin, le setup qu'on a mis en place chez Pergame, qui me semble assez unique, c'est-à-dire avoir comité il y a déjà plusieurs années sur la structuration d'une équipe quant, avoir toute l'expertise de Thierry que je connais en termes de trading et qui est une expertise qui est mise au service de la gestion, ça va bien au-delà du fonds software. Je pense qu'on a probablement le meilleur setup pour appréhender cette thématique et qui est une thématique qui ne fait pas doublon pour terminer avec ce que vous portez déjà en fonds techno. Parce que dans les fonds techno que vous portez, il y a très peu de software pour la plupart d'entre eux et il y a une complémentarité, me semble-t-il, assez évidente par rapport aux fonds techno que vous détenez déjà. Et pour terminer, c'est d'ailleurs tout l'ADN de ce qu'on fait chez Pergame. L'idée n'est pas d'aller vous proposer des briques pour remplacer ce que vous avez déjà et ce dont vous êtes content, mais c'est plutôt de vous apporter des solutions qui vont améliorer ce que vous avez déjà, améliorer l'ensemble et qui vont être finalement des briques complémentaires additionnelles. C'est vrai sur le software, mais c'est vrai également sur d'autres sujets sur lesquels on s'exprimera, notamment notre expertise sur les holdings d'investissement. Et également, bien sûr, cette gestion quant qu'on a complètement intégrée dans un fonds et dont on aura l'occasion également de vous reparler. On va peut-être prendre quelques questions. Thierry, je sais pas par quoi on commence. Peut-être par la question sur l'univers géographique d'investissement. Est-ce qu'il y a des valeurs européennes dans ton fonds? Alors, pour dire la vérité, il y a le fonds a un biais 90% actions US. Souvent les sociétés ils sont mieux valorisées qu'en Europe et puis c'est souvent justifié par des écarts de croissance et de revenus et puis il y a des différences réglementaires aussi qui sont des
différences réglementaires existantes et puis celles qui vont venir. On sait que l'Europe va être un peu plus, va avoir un biais un peu plus réglementaire. Alors on a bien sûr des acteurs européens, mais à part quelques gros acteurs type SAP, Adyen, Dassault Systèmes, c'est surtout composé de mid-cap qui sont présents sur des niches. Donc en fait, l'aspect local, ça va limiter la performance globale de ces titres. Ils vont pas avoir ce qu'on appelle de global reach, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir de possibilité d'avoir un impact mondial. Et donc, ils vont avoir des quality scores chez nous qui sont peu élevés ou pas suffisamment satisfaisants. Et alors, on peut citer dans des petits acteurs Atos Software qu'on détient, qui sont des logiciels de gestion de personnel et de planification, mais ça pèse que 2 milliards. Planisware, une IPO qui a été faite il n'y a pas longtemps, qu'on détient aussi, donc c'est des logiciels de stratégie, d'organisation, ça pèse 1,5 milliard, on en avait, on n'en a plus. Ce sont des toutes petites capitalisations par rapport à même des small cap US qui sont à 20-30 milliards. Un ServiceNow, c'est 150 milliards. Un Salesforce, c'est 240 milliards. Donc en fait, on se heurte à un problème de liquidité. Puis en plus, elles peuvent être associées, ces sociétés, à des petites capitalisations. Donc on peut avoir raison sur le software, mais comme c'est des small cap, elles vont être pénalisées par leurs caractéristiques small cap et pas favorisées par leurs caractéristiques croissance software. Donc voilà. Après, dans les grosses Dassault Systèmes, oui, ça nous intéresse. Dans les logiciels de conception 3D, ça pourrait intégrer le portefeuille parce qu'il y a une amélioration du profil de croissance de la société. Il y a les redressements des chiffres de la division Medidata, c'est la division, le segment santé. Il y a un quality score au-dessus autour de 70. Comme les marchés européens performent mieux, ça peut être une idée. Donc, on pourrait l'avoir dans le portefeuille. Alors, nous, on préfère PTC, qui est un comparable qu'on détient déjà dans le fonds, mais on pourrait la détenir. Sur SAP, c'est un candidat aussi, mais c'est un gros acteur. Il est perçu un peu comme avec du legacy business, c'est-à-dire un vieil acteur qui est pas trop en phase avec le profil des valeurs de software conviction, mais s'il y a un point d'entrée, pourquoi pas? Mais enfin, elle a pris 50% en 2023, 60% en 2024, c'est elle qui explique la hausse avec Siemens du DAX. Donc, s'il y a une correction de marché, elle va cristalliser une partie du risque. Donc, à moins qu'il y ait un point d'entrée, on va faire attention. Donc, marché européen, c'est surtout des petits acteurs et très, très bons dans le private equity. Donc, et dans le non-coté. Donc, mais après, dès que ces sociétés, elles sont accompagnées par des fonds, et puis elles partent aux États-Unis ou elles sont rachetées. Donc, en fait, c'est surtout l'Europe est très bonne pour les petits acteurs. Je rebondis, tu utilisais le terme risque, mais c'est un bon enchaînement parce que tu parlais de risque tout à l'heure et globalement dans l'environnement que tu as décrit, pour des investisseurs qui sont intéressés par cette thématique, qui est une thématique structurelle, donc qui a vocation quand même à s'affranchir du bruit de court terme. Néanmoins, quels sont les risques que tu peux clairement identifier? Alors, le risque sur la thématique qui est déjà en route, peu. À part des sociétés qui pourraient se faire déplacer, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles deviennent obsolètes par l'apparition de telles autres sociétés, mais je pense qu'on arrivera peut-être à l'identifier. Mais clairement, le risque pour l'instant, c'est le risque macro, c'est l'escalade de la guerre commerciale qui peut impacter les prévisions de croissance, donc ça pénalisera les valeurs de croissance. Ce qui est mauvais pour le segment software, ça serait la réduction des dépenses d'investissement des entreprises, et donc là, clairement, en cas d'incertitude et de risque récessif, les dépenses d'investissement vont ralentir. Mais même si elles passeront pas, j'imagine, à zéro, parce qu'on parle de gains de productivité, d'efficacité, et cet investissement-là, indépendamment du contexte, même plus compliqué, il ne s'arrêtera pas. Alors, premièrement, oui, pour la cybersécurité, pour l'observabilité, les investissements vont pas s'arrêter. Et puis, à l'heure où on parle, le fonds, il a déjà subi la tourmente commerciale entre le plus haut à plus 15 et le plus bas à moins 20. Il y a eu 35% d'écart. Alors maintenant, il y a eu un fort rebond depuis, mais il y a toujours un écart qui est significatif. Le Nasdaq, entre le plus haut et le plus bas, il a fait plus de 20% de baisse. Le S&P, entre 10 et 15. Pareil pour l'Europe. Donc, le fonds, il a déjà en partie absorbé une partie des risques. Alors, il n'a pas absorbé une récession violente, mais il a absorbé une partie des risques. Ensuite, un autre petit risque, mais là, on va le savoir très, très vite, c'est qu'il va y avoir la saison de résultats.
Et autant sur les résultats en eux-mêmes, on n'est pas trop inquiet, autant sur les perspectives qui vont être dévoilées, il y a un petit peu d'incertitude. Et au moment où les sociétés vont communiquer sur les perspectives, elles auront peut-être déjà subi les dangers du moment, et du coup, elles vont peut-être avoir un excès de prudence dans les prévisions. Donc voilà, on a ce risque micro sur les prévisions des sociétés et macro ou sur le risque de récession, mais le fonds a déjà absorbé ça et la tendance de fond, elle ne s'arrêtera pas. Très clair. Merci beaucoup Thierry. Vous avez, je pense à ça. Oui, Dernière chose que je voudrais peut-être dire, oui. vous remarquerez si vous regardez les valeurs du fonds qu'on a peu de valeurs issues du secteur du paiement. Alors nous, on considère que c'est une couche software qui est périphérique, qui est plus orientée consommateur, alors que nous, on va plutôt s'orienter en B2B. Et donc, il y a un biais sur les quality scores qui est à la baisse. Hein, les offres sont pas suffisamment différenciées pour nous. Les acteurs peuvent se faire déplacer facilement. Pour le client, on peut changer facilement d'une solution à une autre. Les barrières à l'entrée sont faibles. Il y a une forte concurrence qui se fait sur les volumes et pas sur les prix. Donc ça, on n'aime pas trop quand il y a quand il y a peu de potentiel de marge ou de pricing power, de fixation des prix. Donc on regarde des dossiers comme Adyen ou Wise, mais les quality scores sont trop faibles, donc on reste rigoureux dans notre approche. Voilà ce que je voulais dire sur les paiements. Parfait. Merci beaucoup Thierry. Vous avez, comme je le disais à l'écran, les référencements qui est pas une liste exhaustive, hein, puisque je suis arrivé il y a quelques mois, mais j'ai vocation bien sûr à avancer aussi avec l'ensemble des partenaires avec qui vous travaillez. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes resté pour la quasi-totalité d'entre vous jusqu'au bout. Comme vous l'avez compris, l'idée de ce premier webinaire, c'était vraiment d'évangéliser sur cette thématique plus que de parler du contexte de marché, même si on ne peut pas l'occulter, mais le côté extrêmement structurel de la thématique permet, me semble-t-il, de se projeter quand même sur des univers d'investissement assez longs et de s'extraire du bruit de court terme, même s'il est parfois très violent. Et on aura plaisir avec Thierry à organiser d'autres webinaires de suivi. Je pense qu'on pourrait les appeler les classicos, parce que vous avez peut-être reconnu un petit accent marseillais chez Thierry. Non, je l'ai perdu. Donc je pense qu'on les intitulera classicos. Voilà, cette réunion, non pas pour s'affronter sur le terrain, mais plutôt pour travailler ensemble. Et on aura l'occasion, en tout cas, de vous reparler de tout ça à de nombreuses reprises. Et voilà, comme je le disais, ensuite, on est à votre disposition au téléphone, bien évidemment, quand vous voulez pour creuser. Merci. Merci à Merci à tous, tous. merci Merci à vous. beaucoup. Et À votre vous aurez bien sûr disposition. le replay et le support de présentation qui vous sera envoyé automatiquement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un excellent week-end. Au revoir, À merci. bientôt. Au revoir.